Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Immigration, idéologie et souci de la vérité. C'est un livre qui paraît aux éditions de l'Artilleur, qui est paru la semaine dernière. Et nous sommes avec Michèle Tribala, démographe. Bonjour madame. Bonjour. Michèle Tribala, je voudrais juste citer l'exergue de votre conclusion. Rappelez ça parce qu'il ne faut jamais, vous savez, il va sans dire, mais il ira encore mieux en le disant. La réalité est ce qui ne disparaît pas quand vous cessez d'y croire. C'est Philippe Cadic, repris par Charles Murray. C'est vraiment ça, et on est au cœur du problème. Je rappelle, Michèle Tribala, je rappelle aux auditeurs que vous avez été pendant près de 40 ans à l'Institut national d'études démographiques, que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'immigration, sur la démographie, etc., dont Les yeux grands fermés, Assimilation, la fin du modèle français, et vous publiez justement ce livre « Immigration, idéologie et souci de la vérité ». Et on a l'impression, enfin, en lisant votre livre, qui est vraiment passionnant, parce que vous remettez, on dit toujours ça, vous savez, donner le coiffer du bonnet rouge les mots de la tribu, mais là, vous remettez quand même des choses parce qu'il vous prend le temps de chercher, de regarder, de comparer, de vérifier, etc. Et on a l'impression que tout ça a été sacrifié au profit d'une idéologie, celle du bien, celle de notre vérité, je parle des vérités d'un certain nombre de sachants, d'experts, et qui au fond se fichent complètement du reste du moment que ça rentre dans leur épure. C'est un peu ça? Oui, absolument. Je veux dire, il y a une espèce d'arrogance et de surplomb qu'on trouve chez ces gens qui veulent faire la leçon aux autres, finalement, et qui pensent que les gens ordinaires ont toujours tort. C'est vrai que tout le monde... bon, je veux dire, on a du mal à évaluer les choses, chacun d'entre nous, si on n'a pas fait des recherches précises sur. Donc, mais c'est vrai pour tout le monde. Et donc, ce que vous dites, les sachants qui pensent détenir la vérité sont en fait très légers avec cette vérité, puisque leur objectif c'est pas tellement la vérité, c'est de montrer aux gens qu'ils ont tort et qu'ils pensent mal. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça qu'ils pensent mal, parce qu'ils ne pensent pas selon leurs propres critères, voilà. À eux, les sachants idéologiques ou politiques. Oui, puis ces sachants sont dans un milieu où on pense comme ça. Donc, je veux dire, ils sont pas eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité en direct, donc ils usent de leur savoir, de leur méthode pour... Mais c'est l'entre-soi qui joue là-dedans, chez les réputés chercheurs, etc. L'entre-soi et aussi l'intimidation quand même, parce que si vous êtes un jeune chercheur qui entrait dans un institut de recherche où l'idéologie est celle-là, si vous voulez publier, avancer dans votre carrière, avoir des financements, c'est quand même mieux d'être dans le courant. Dans le courant. Ouais. Donc ça module un peu tout l'environnement, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire suivre un peu nos directeurs de recherche ou notre hiérarchie, si on veut arriver à... Mais c'est pire que ça, parce que je pense que c'est... on le sent même dans les discussions courantes. Il n'y a pas forcément d'ordre qui descend en disant... Bien sûr. Ça existe dans les recrutements. On voit qu'il faut avoir un certain nombre de caractéristiques bien pensantes pour être recruté. Mais c'est quelque chose qui descend sans qu'on ait forcément... qu'on soit forcément obligé de le dire, de l'exprimer. Oui, si vous voulez. Ça c'est clair. Et juste un mot par rapport à ça, parce que vous le citez, c'est absolument magnifique. C'est dans votre livre, je vais le retrouver tout de suite, à la page 247, vous voyez, je l'avais noté, où vous dites... attendez. Je vais le retrouver tout de suite parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. L'observatoire, voilà. Le profil de poste attendu lors du recrutement d'un maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 10 Nanterre, publié en février 2021. Je rappelle, poste recrutement d'un maître de conférence en sciences. Parmi les thèmes d'enseignement, la candidate.e, évidemment, écriture inclusive, évidemment, devra avoir une expérience sur tout ou partie des axes suivants. L'articulation de divers axes de domination dans l'analyse des situations sociales ou individuelles, les pédagogies qui invitent explicitement à lutter contre la reproduction des inégalités sociales et les discriminations en favorisant la justice globale, sociale, environnementale. C'est-à-dire, hors de ça, point de salut. Exactement. C'est-à-dire, donc vous voyez que si vous avez un appareil qui recrute avec des exigences comme ça, les jeunes gens qui ont fait des études, s'ils veulent entrer un peu dans le système, ils ont intérêt à s'y plier. Et oui, c'est ça. Il faut de la discipline. On se retrouve tout de suite après les informations avec vous, Michèle Tribala, et on va creuser
tout cela. Et vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. De l'immigration. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Michel Tribala, on va entrer un peu dans votre livre, justement, et je conseille aux auditeurs de Sud Radio d'y entrer beaucoup en le lisant. On va parler quand même de 3 choses. L'immigration. L'immigration, alors là, c'est formidable. Tout et le contraire de tout, on entend tout, effectivement. Ça se déchire entre, justement, sachants, spécialistes, fact-checkers, parce que vous parlez aussi des fact-checkers, c'est intéressant, les décodeurs et les détox. Vous savez, les gens qui disent, ah oui, non, on va décoder les détox, et on s'aperçoit que l'intoxication chez les détox est aussi importante qu'ailleurs. En fait, si on parle vraiment du sol migratoire de l'immigration. Est-ce qu'on peut parler de chiffres? Je voudrais, par exemple, les gens disent oui, 400 000 entrées, 500 000, les autres disent oui, ce n'est pas du tout ça, on va en parler aussi de la fécondité, mais parlons déjà de ça, de ce qu'on appelle le solde migratoire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le solde migratoire et comment on peut vraiment l'appréhender? Mais à vrai dire, le solde migratoire, on ne le mesure pas. Le solde migratoire, c'est le solde justement entre les entrées et les sorties du territoire. Et on ne le mesure pas. Pourquoi on ne le mesure pas? On ne mesure pas. Le solde migratoire, c'est le résidu de l'équation démographique de l'année. C'est-à-dire, entre un 1er janvier et un 1er janvier suivant, tout ce qui ne peut pas s'expliquer par les naissances ou les décès, on l'attribue au solde migratoire. C'est ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le solde migratoire, avec en plus, de temps en temps, des ajustements. C'est le cas en ce moment. L'INSEE procède à des ajustements quand il y a eu des changements de questionnaire ou un défaut de qualité, des choses comme ça. Donc ça vaut pas grand-chose pour te dire... Alors, quand on a ces chiffres, comment on les calcule? Non, mais je veux dire, vous qui avez été à l'INEL pendant 40 ans, l'INSEE, etc., on donne toujours des... Comment on calcule les chiffres d'entrée? Voilà, tant d'immigrés extra-européens, tant de... On dit 400 000, 350 000, on vous dit c'est une ville la ville de Nice, etc., d'autres disent pas du tout. Non, en fait je veux dire, on a des enregistrements qui sont pas entièrement cohérents et exhaustifs. Mais si on regarde un enregistrement au fil du temps, je veux dire, ça donne une idée de l'évolution, même si c'est pas exhaustif. Par exemple, vous avez les statistiques du ministère de l'Intérieur qui ont été publiées le 20 janvier récemment, qui donnent le nombre de titres, de premiers titres de séjour délivrés dans l'année. Ouais. Là, pour l'instant, pour 2021, c'est une estimation. Donc, qui est de combien, vous savez? C'est 271 000 et des poussières. D'accord. Donc, on avait eu une baisse de 21% en 2020 avec la pandémie. On est revenu à un niveau qui est très voisin de celui qu'on avait avant. Mais il n'y a pas tout le monde. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont l'obligation de tenir un titre de séjour. Alors, il y a des gens qui cherchent à gonfler la chose parce que ça leur convient pas. Ah oui, mais on n'a pas les mineurs isolés, on n'a pas les clandestins, on n'a pas. Non, mais par définition, avec les titres de séjour, vous n'avez pas les clandestins. Bien sûr. Et puis les demandeurs d'asile n'y sont pas. Alors bon, vous pouvez pas tout ajouter parce que par exemple, si vous prenez les mineurs, quand ils vont être majeurs, ils auront un titre de séjour. Si vous les ajoutez, vous les aurez comptés une fois comme mineurs et quelques années après, une autre fois comme majeurs. Même chose pour les demandeurs d'asile. Bon, vous avez dans l'année des gens qui obtiennent le statut de réfugié ou en tout cas une protection subsidiaire. Donc ils sont comptés quand ils ont ce titre de séjour. Et puis, ils pourront, pour ceux qui ne l'ont pas obtenu, plus tard, obtenir un autre titre. Et généralement, c'est... Et ça s'ajoute dans ces cas-là? La même personne se comptabilise 2 fois? Non, mais elle se comptabilise pas. Si vous prenez les titres de séjour, ils ne sont pas dedans, mais vous avez des gens qui font des calculs de coin de table et qui disent, si à ça, j'ajoute ça, plus ça, plus ça. C'est comme ça que vous arrivez, c'est ce qu'a fait, je veux dire, François Héran dans Le Monde, il est arrivé jusqu'à dire même jusqu'à 550 000 ou 540 000. Et en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas exactement. Moi, ce que je trouve le plus intéressant pour avoir une idée de l'immigration étrangère, c'est de regarder comment la proportion d'immigrés a évolué dans le temps. Sur 10 ans ou 20 ans? Ou plus. On peut faire ça même depuis 1911. Si on fait ça depuis 1911, on se rend compte qu'il y a une grande vague des années 20. Ça ne surprend personne. Vous avez la vague d'après-guerre.
avec un plateau autour de 7,3% d'immigrés. Et puis vous avez un redémarrage avec les années 2000, avec une vague migratoire qui ressemble dans son intensité à celle que vous aviez entre 54 et 75, par exemple. Ah, c'est ça, elle est aussi forte que celle en 54 et 75. Voilà. Depuis l'an 2000, pratiquement. C'est depuis 1999, parce qu'on est obligé de faire avec les dates de recensement, parce qu'on n'a rien entre les deux. Donc, donc ça ressemble beaucoup. Et ce qui s'est passé même pendant le plat du dernier quart du XXe siècle, c'est qu'il y a eu un changement des origines. C'est-à-dire, expliquez. C'est-à-dire que c'était plutôt européen avant. Voilà, à la fin des années 60, vous aviez plutôt des Européens. Je crois qu'en 68, ça devait être 77% d'Européens. Et quand vous regardez les chiffres des immigrés aujourd'hui, c'est 35%. D'Européens. Il y avait 20% originaires d'Afrique. Et ça, c'est passé à 46%. Mais je veux dire, à la fin des années 60, vous aviez très peu de subsahariens. Et c'est le flux qui a augmenté beaucoup. Et l'Afrique du Nord aussi ? L'Afrique du Nord a augmenté, mais le flux qui est en grande expansion, c'est quand même l'Afrique subsaharienne. Absolument, oui. D'accord. Et aujourd'hui, alors, en prenant des années 2000, justement sur la longueur, ça fait quand même plus de 20 ans, est-ce que c'est resté stable depuis, disons, 5-10 ans, ou ça augmente, ou ça en est où, là, disons, dans le flux, disons, si on prend le temps, le recul. Si on regarde la proportion d'immigrés, elle augmente de manière forte constamment, je dirais. Donc il y a des petites variations, mais bon, je sais pas s'il faut s'arrêter à ça. Non, mais je dirais, en tout cas, elle a l'allure de ce qu'avait la courbe des années 54-75. C'est ça. Sauf que celle-là concernait des Européens et celle-là plus des Européens, mais absolument. Ouais. Et maintenant, c'est plus des non-Européens avec beaucoup d'Africains subsahariens qui arrivent. Oui. Alors expliquez-moi, Michel Tribala, là, vous en parlez dans votre livre, pourquoi effectivement, on peut dire voilà, ça se passe comme ça. On regarde les chiffres, on regarde les autres. Pourquoi un certain nombre de gens s'essayent à minorer ça en disant mais non, c'est pas vrai, notamment sur la fécondité. Vous parlez beaucoup de la fécondité, justement. Oui, la fécondité, c'est pas qu'ils essaient de minorer, c'est-à-dire que il y a des publications dans Population et Société, qui est le 4 pages de vulgarisation de l'INED, dans lequel on essaie justement de combattre les perceptions communes, parce que les gens se disent parce qu'on dit que la France a la plus haute fécondité d'Europe, donc les gens se disent ça c'est lié aux immigrés. Donc ça leur plaît beaucoup de démontrer que c'est faux, mais c'est faux parce que je veux dire donc c'est pas si faux que ça. Non, c'est-à-dire que je veux dire c'est faux si on prend l'indicateur conjoncturel de fécondité. Je dis ça a l'air d'être un gros mot, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est une idée du nombre d'enfants par femme dans l'année. Dans l'année, oui. Dans l'année, voilà. Donc, mais si vous voulez, c'est un indicateur dont l'objet est d'enlever l'effet de la structure par âge. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que... Ça veut dire que dans l'indicateur de conjoncturel de fécondité, chaque âge compte pour la même chose. Donc, si vous avez des immigrés beaucoup plus jeunes que des natives, ça ne se voit pas parce que cet indicateur enlève cet effet. Mais les gens, ils savent pas ce que c'est qu'un indicateur de conjoncturel de fécondité. Ce qu'ils voient, c'est si leurs enfants côtoient des enfants d'origine étrangère à l'école. Donc, si vous voulez, combattre leur perception par un indicateur que personne ne comprend et que même ceux qui sont censés l'expliquer n'ont pas l'air de l'avoir bien compris, c'est quand même pas le bon moyen, je veux dire. Et en fait, non mais vous montrez aussi dans votre livre, quand on dit que justement, avec l'évolution, etc., en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, la fécondité a baissé, vous dites que, vous le montrez, que c'est pas vrai. Non, dans ce que je dis, c'est que, bon, il y a des choses qu'on dit comme ça rapidement, c'est-à-dire que le Maghreb, maintenant, c'est fini, ils ont fait leur transition, etc. Oui. Et quand on regarde les chiffres en détail, pour l'Algérie notamment, on se rend compte qu'il y a eu une remontée de la fécondité, qui est assez importante, puisque ils sont autour de 3 enfants par femme, ce qui fait quand même qu'ils ont dépassé 1 million de naissances. Et oui, ce qui est important. Enfin, c'est beaucoup plus que nous, avec une population inférieure. Donc donc on ne peut pas
Donc ils ont un potentiel d'accroissement qui est très important. C'est ça. Et avec une population extrêmement jeune, 3 enfants par femme, c'est beaucoup. Et nous, on est à combien, juste Et nous, on est à 1,83. 1,23 millions Non, en essence. en essence. En essence. Écoutez, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est autour de 738 000, quelque chose comme ça. Donc on a moins de d'essence, on a beaucoup plus de décès. Donc ils ont un sol naturel qui est beaucoup plus important que le nôtre. C'est ça. Par rapport à l'Algérie, c'est intéressant. Eux, ils ont un sol positif beaucoup plus fort. Quoi. Très très important. Oui. C'est ça. On s'en reparle et on continue à creuser après ceci. À tout de suite. Et c'est un sujet majeur qui a été quelque peu occulté par la crise sanitaire, mais vous avez sûrement des interrogations. Alors vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, Michel Tribala, je voudrais, pour prendre un exemple précis, par exemple, vous demandez là justement l'évolution de l'immigration, par exemple, en Seine-Saint-Denis. On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, mais bon, c'est un très grand département, une très grande région, disons plutôt. Quelle a été l'évolution ? Alors, je vais vous donner l'évolution des moins de 18 ans d'origine étrangère. Parce que ça, d'accord, les mineurs. Donc. Les mineurs d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'ils sont soit venus en France, soit qu'ils sont nés en France, d'au moins un parent immigré. D'accord. Donc ça, on peut le calculer sur assez longue période. Donc à la fin des années 60, en Seine-Saint-Denis, c'était 21,6% de jeunes. De la population. Des jeunes, des moins de 18 ans qui étaient d'origine étrangère, au sens où je vous l'ai expliqué. Oui, 28,6% des moins de 18 ans. D'ailleurs, non, là je me trompe, je vois que c'est pas ça. Donc je l'ai pas ce chiffre-là. En tout cas, non, ce chiffre-là, c'est pour la Courneuve. D'accord. La Courneuve en Seine-Saint-Denis, c'est à la fin des années 60, 21,6. En 2017, c'est 80%. Voilà. Ah ouais. Pour la Courneuve. Et pour la Seine-Saint-Denis, je suis désolé, j'ai pas pris le chiffre des années 60, mais bon, ça devait. Bon, je vais pas dire de chiffres pour pas dire de bêtises, mais en tout cas, en 2017, c'est 63% de l'ensemble des jeunes de moins de 18 ans de ce département qui sont d'origine étrangère. Et 80% pour la Courneuve. Pour la Courneuve, mais il y a d'autres Aubervilliers et pas loin. Il y a tout un tas de communes qui sont dans ces eaux-là. Mais il faut savoir que c'est pas seulement localisé dans les endroits dont on parle tout le temps, parce qu'on a eu aussi une extension dans un grand quart ouest de la France. Vous dire côté Bretagne, non, un grand quart ouest, voilà. Par exemple, le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher. Oui. Bon. Dans la fin des années 60, c'est 4,2% de jeunes de moins de 18 ans qui sont d'origine étrangère. Fin des années 60. Ouais. D'accord. En 2017, c'est 26,3%. Et si vous prenez Blois, la ville de Blois, vous avez près de la moitié aujourd'hui des jeunes qui sont d'origine étrangère, 47,6% en 2017, disons. Donc c'est à peu près comme dans le 20e arrondissement de Paris. Hein. Et vous avez près d'un tiers, 31,6% qui sont d'origine africaine. D'accord. Donc c'est des changements colossaux. Oui, c'est énorme. Oui, ça a changé complètement. Voilà. Donc il y a ces concentrations ethniques, on les voit maintenant, pas seulement dans les endroits où c'est déjà un peu ancien, mais on les voit aussi dans des grandes villes, ou des villes moyennes de ce grand quart ouest. On le voit aussi dans le sud, dans le sud-ouest ou sud-est, ou pas moins. Bon, ça, le sud, on y était un peu habitué, je dirais. Vous aviez. Mais peut-être pas dans ces proportions. L'Île-de-France, donc la région lyonnaise, et puis la PACA. Mais ce qui est quand même très, très, très frappant, c'est cette extension dans des villes dans l'ouest, où il y avait rien. Enfin, rien. Il y avait très peu. Très peu, il y avait très peu. Et alors, justement, c'est-à-dire que, en fait, ça traduit quoi? Parce qu'on parle, ce n'est pas du tout le sujet de votre livre. Vous savez, aussi, il y a des polémiques sur le coût de l'immigration, etc. C'est pas mon sujet. C'est pas votre sujet. Ni ma spécialité. Oui, ni votre spécialité. Je suis d'accord. Mais je voudrais revenir à quand vous dites, par exemple, vous avez sur votre blog, Michel Tribala, vous parlez du fake news des élites, puisque vous avez une rubrique. Oui, j'ai ouvert une rubrique là-dessus parce que j'étais un peu irritée par les décodeurs, notamment, ou alors des intellectuels qui étaient censés savoir les choses et qui disaient beaucoup de bêtises.
Un exemple, vous pouvez me donner un exemple? Il y a l'exemple de Bernard-Henri Lévy, quand même, avec le sol migratoire, qui a dit qu'il n'y avait pas eu de crise migratoire en 2015 et que le solde migratoire de l'Union européenne était voisin de zéro. Zéro, oui, Donc j'ai mis un tableau en annexe pour qu'on voit à quel niveau il en était. Je crois que c'était 1,3 million, si je ne me trompe pas, 2015. Regardez le tableau en annexe. Enfin, en tout cas, ça n'a rien à voir avec zéro. Hein. Non, bien sûr. Et vous dites que ça, c'est ce genre d'approximation pour être indulgent, se multiplie effectivement, enfin, ou s'est multiplié dans les médias et un peu partout. Moi j'ai ouvert cette rubrique en disant espérons que les cas seront peu nombreux et j'en ai trouvé quand même pas mal. C'est pas que je les cherche absolument, mais il se trouve que quand je lis la presse ou des études, je vois qu'il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, c'est parce qu'ils prennent leur source de quelques spécialistes, je ne dirais pas autoproclamés, mais notamment des professeurs au Collège de France, etc., qui, forts de leur titre, peut-être avancent quelquefois, selon vous, des approximations. Il y a ça, oui, il y a ça. Et puis, si vous voulez, quand vous êtes dans un milieu où tout le monde pense à peu près pareil, je veux dire, ceux qui sont en charge dont c'est le métier d'établir un peu les faits, je veux dire, sont moins vigilants sur leur métier, sur la manière de procéder. Oui, mais c'est quand même assez préoccupant, ça, parce que ça peut s'appliquer à tous les domaines, ou presque. C'est vrai, mais bon, c'est un peu ça, parce que, je veux dire, vous dépensez moins d'efforts pour démontrer quelque chose que tout le monde pense dans votre environnement, et qui contredit ce que l'homme ordinaire pense, que si vous vous étiez attaqué à la question en direct, en vous disant, tiens, je vais regarder, par exemple, quelle est la fécondité, etc. Voilà. Oui. Donc, juste comme ça, c'est-à-dire partir avec la curiosité de savoir ce qu'il en est, plutôt que de partir en ayant un sens de la réponse à donner. Ouais. Partir à avoir question à tout et pas réponse à tout. Voilà. Quelque part. C'est un peu ça, quand même. Mais vous avez un autre exemple aussi, enfin, de ce genre d'approximation. Vous avez parlé, effectivement, je ne sais pas, j'avais noté aussi le côté, parce que, parlons de cela, il y a aussi le côté, la peur de faire le jeu vous savez, le jeu du Rassemblement national ou le jeu de l'extrême droite, etc. Et j'ai l'impression que ça joue beaucoup. Attention, je ne veux pas passer alors qu'il y a des faits où il n'y a pas de faits, ou des chiffres où il n'y a pas de chiffres. Oui, absolument. Je veux dire, moi, mon avis, c'est qu'il faut faire le travail au mieux qu'on peut pour cerner le réel, et puis si ça correspond à ce que des gens jugés mal pensants pensent, et ben tant pis, c'est comme ça, c'est tout. Bien sûr. C'est-à-dire que vous partez pas avec des préjugés. Mais moi, parce que moi j'ai envie de savoir ce qu'il en est. J'ai pas envie de m'illusionner moi-même en répondant rapidement pour me faire plaisir. Je veux dire, sinon quel est l'intérêt de ce métier je veux dire. Oui, on n'est pas là pour trouver, en fait, c'est ceux qui cherchent les preuves en disant, vous voyez, j'ai raison, et en fait, je sélectionne parmi les preuves celles qui me donnent raison. Oui, donc ça, il faut éviter de faire ça. Mais bon. C'est pas vraiment la recherche, ça. Non, mais c'est une tentation qui est assez forte chez les chercheurs sur ces sujets, hein. Et très bien relayé exactement par un certain nombre de gens. Mais ça compte parce que si vous faites sérieusement les choses et que personne n'en parle, je veux dire, ça joue sur votre notoriété, sur votre aptitude à publier, et puis sur votre carrière. Donc, je veux dire. On revient toujours à ça. Et c'est vrai que... vous savez, les places sont chères, hein, je veux dire... Oui, mais alors, Michel Tribala, juste un mot, ce que vous décrivez, quand même, ça devient une société à irresponsabilité illimitée, quand même. Où est la responsabilité dans tout ça? C'est vrai. C'est vrai. Même question. Mais c'est vrai parce que normalement, parce que l'intermédiaire entre le public et puis la recherche, c'est les médias. Et quand même, là, il y a un rôle important des médias qui n'est pas assumé. Peut-être que ça coûte trop cher de payer des gens à regarder ce qu'il en est, mais bon. On va en tout cas continuer à parler avec les auditeurs de Sud Radio. Et dans un instant, vous allez prendre la parole au 0826 300 300, que ce soit pour poser des questions sur les chiffres ou sur l'idéologie. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction Besançon où Sébastien nous appelle. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui. Bonjour Berkov, bonjour Madame Tribala. Bonjour. Alors moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup pour une raison simple, c'est que c'est un sujet qui depuis des années nous laisse un sentiment de flou terrible. Et puis quand je vous écoute finalement Madame Tribala, je me rends compte que on est dans le flou. C'est-à-dire que et la question finalement que je me pose c'est est-ce que les outils dont on dispose en France sont adaptés pour mesurer, analyser, comprendre l'immigration de manière claire et de manière à ce que les politiques, les commentateurs, les journalistes puissent en parler de manière claire. Je pense notamment aux statistiques ethniques qui sont tout à fait admises outre-Rhin, ou au Danemark où ils ont changé pas mal leur approche de l'immigration. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer les choses en France? Est-ce qu'il ne faudrait pas, tout ou en partie, changer les outils, la doctrine qui permettrait d'obtenir des données fiables et que tout le monde pourrait utiliser, non pas sur la base de la déduction, mais sur la base de données brutes, fiables et voilà quoi. Bonne question, Michel Tribala. Oui, Outre-Rhin, effectivement, il y a depuis 2005 des données qui vont au-delà de la première génération d'immigrés, mais avec dans une définition que je vous dirai pas parce qu'elle est très compliquée. Mais en France, on a aussi ça, je veux dire. Nous aussi, on a développé des statistiques sur 2 générations, mais malheureusement, on l'a fait. Je dirais 2 générations, c'est-à-dire les immigrés, puis la génération qui est née en France d'au moins un parent immigré. Ouais. On n'a pas mis les outils qu'il fallait dans les enquêtes annuelles de recensement. Ça, c'est la dernière étape qu'on a à faire. Mais pourquoi on n'a pas mis les outils qu'il fallait? Parce que en fait, je vais dire, c'est-à-dire l'INSEE a été sensible et la statistique publique en général à l'idée d'introduire ces données-là pour lutter contre les discriminations, le racisme, etc. Ouais, attendez, c'est une logique ça. Attendez, où on fait un travail scientifique, on fait pas un travail pour lutter contre la discrimination et le racisme. Non, mais c'est l'argument moral. Ah, voilà, c'est l'argument moral. Donc, c'est pas scientifique, ils sont d'accord pour introduire. En fait, il faut introduire des questions sur les parents, lieu de naissance, pays de naissance et nationalité de naissance des parents. Oui. Donc, ces informations sont introduites dans certaines enquêtes, comme logement, enquête emploi. Et c'est à partir de l'enquête emploi que l'INSEE estime justement cette deuxième génération, donc des enfants nés en France, enfin des personnes nées en France d'au moins un parent immigré. Mais c'est une enquête. Non mais pardon Michel Tribala, vous dites quelque chose, et Sébastien tout le dire, ce qui est quand même étonnant, c'est pas le problème, et il ne s'agit pas d'être contre ou pour, mais si on part avec l'idée de dire on va pas mettre tel ou tel outil parce qu'il faut faire attention à lutter contre la discrimination et le racisme... Non, en fait c'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire que puisque c'est pour lutter contre la discrimination et le racisme, certaines enquêtes habituelles suffisent. Donc le recensement sert d'abord à dénombrer. Et statistiques ethniques, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, c'est déjà des statistiques ethniques au sens des générations. Je veux dire, de toute façon, dans les pays qui étaient cités, on ne fait pas des statistiques ethno-raciales non plus. L'Allemagne, c'est pas des statistiques ethno-raciales. Le Danemark, sûrement pas. La Norvège, la Suède, etc. non plus. Les Pays-Bas, non plus. C'est ce genre de statistiques qu'on fait. Sauf que nous, je veux dire, ça serait beaucoup plus fiable comme estimation si on pouvait le faire à partir des gros échantillons, des enquêtes annuelles de recensement, qui permettraient justement de descendre à un niveau local. C'est-à-dire, avec l'enquête emploi, l'échantillon est trop petit pour descendre à un niveau local. Avec le recensement, on pourrait le faire. C'est pour ça que moi, je le fais avec Bernard Auboué depuis des années sur les moins de 18 ans. Parce que à partir des recensements, on peut avoir de l'information sur les moins de 18 ans qui sont au foyer des parents. Sébastien, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense que vous avez tout dit sur l'aspect moral de la chose, c'est-à-dire je pense qu'effectivement c'est un outil d'endoctrinement politique, la statistique ethnique, depuis bien longtemps. C'est pas quelque chose de neutre. Donc à savoir qui décide de quels outils et de quels indicateurs et de quelles méthodes de mesure on met en place pour avoir des données qui soient fiables, claires et lisibles. Et force est de constater qu'aujourd'hui,
difficile de trouver quelque chose de clair et de lisible. Ça, c'est très embêtant pour le citoyen que je suis et pour tous les citoyens, mais c'est aussi très embêtant pour l'opposition politique, pour les journalistes et pour tous les gens qui commentent le réel. Donc, si on a une lecture du réel qui est aussi floue, comment derrière on va aller décider à une élection présidentielle de se positionner par rapport à tel ou tel candidat? Je veux dire, ça impacte énormément de choses finalement dans la vie citoyenne. Donc voilà ce que je peux rajouter, quoi. Mais... Au fond, c'est la question, comment clarifier des choses aussi complexes? C'est vrai que c'est pas facile. C'est une question difficile, mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que l'INSEE ne... je veux dire, c'est pas qu'il est passionné par la question du racisme et des discriminations, c'est que ça a été le moyen pour eux, parce qu'ils avaient une trouille abominable d'introduire des données justement sur la génération née en France. Est-ce qu'on n'allait pas les traiter de racistes ou d'affiliation avec le pétainisme ou je ne sais quoi, hein, puisque ça c'est le défilé des mots qu'on emploie pour ce genre de trucs. Donc ils ont reculé longtemps, et puis il y a eu cette vogue sur les discriminations, et ça a été le moyen pour eux d'entrer dans la chose, tout en étant encore extrêmement prudent, puisque c'est les discriminations, l'enquête emploi, l'enquête logement, tout ça va bien nous suffire pour regarder ce qu'il en est. Non mais vous voyez, Michel Tribala, ce que vous dites, c'est cette trouille abominable qui est le problème. Incontestablement. Moi, ce que je veux dire, en science, on n'a pas à considérer d'avoir la trouille parce que ça ne va pas générer. Vous le dites vous-même dans votre livre, faire le jeu d'eux. Ils ont eu la trouille de faire le jeu d'eux. Absolument, oui. Il faut le dire. Oui. Mais l'INSEE, je veux dire, a eu à souffrir, à souffrir d'offensives très très dures dans le passé dont ils se souviennent. Hein, je veux dire. Sûrement. J'ai eu l'histoire de l'affaire Safari, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais ça a été, c'est ça qui a entraîné la création de la CNIL et tout ça. Donc pour eux, je veux dire, ils sont un peu traumatisés. Ils sont traumatisés, donc c'est sur la pointe des pieds. Donc tant qu'il y a un risque, ils n'y vont pas. Ils font profil bas. Merci beaucoup pour votre appel, Sébastien. Nous sommes maintenant avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour Madame Tribala. Cette discussion est très intéressante. Ce que je veux dire, c'est que l'on voit bien qu'à partir du moment où l'on intègre sans arrêt de la morale, même dans les chiffres, ça devient un véritable poison. Et ça devient un véritable poison, surtout vis-à-vis des politiciens et des personnes qui mettent en place cette morale sur tout et sur n'importe quoi. Je pense que quand il y a des faits, ils sont que vous pouvez comptabiliser comme vous le faites, et les choses doivent être posées, dites, et le faire simplement et clairement. Il n'y a pas question de mettre du racisme là-dedans ou quoi que ce soit, et par le biais de cette morale, on peut influencer certainement aussi le vote de certaines personnes qui peut-être verraient différemment leur bulletin de vote en cas de quelque chose. Voilà. D'accord, Jean-Paul. Non, effectivement. Oui, allez-y. Oui. J'avais une question, s'il vous plaît, madame. Je voudrais savoir si, au travers de ce que vous voyez dans votre travail, cette immigration exponentielle, parce que nous, on le voit même dans nos villages, il n'y a pas besoin de toujours additionner pour se rendre compte de qu'elle représente. Est-ce que vous pensez qu'elle va continuer comme ça indéfiniment? Voilà. L'immigration exponentielle? Non, exponentielle, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être beaucoup. Oui. Enfin, une immigration accrue. Oui, absolument, c'est une immigration accrue. Bon, je veux dire, je vois pas comment elle pourrait pas continuer dans la mesure où, je veux dire, il y a peu de leviers politiques pour agir. Aujourd'hui, sauf à des bouleversements qui sont pas de l'ordre de ma compétence. Donc, effectivement. Ce que vous dites, Michel Tribala, effectivement, la dynamique, elle a commencé il y a très longtemps. Elle s'est arrêtée à un plateau, elle a reparti. Vous dites que, en fait, la réponse, elle est politique si réponse il y a. Elle n'est pas. C'est-à-dire que politique, c'est-à-dire si on veut avoir moins d'immigration, il faut bien mettre des directives politiques dans ce sens. Et il y a peu d'espace pour le faire aujourd'hui, compte tenu du fait que
Il y a quand même, on a des engagements européens là-dessus. Les directives européennes, etc. Les directives, les règlements, etc. Et que je dirais même l'état d'esprit à l'échelle européenne, c'est plutôt d'aller dans le sens d'avoir une politique d'ouverture compte tenu de la démographie européenne qui est encore pire dans certains pays que la nôtre, bien sûr. Hein. Je veux dire, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, ils ont une démographie qui est pas... Sauf que c'est un problème, là je parle plus à la scientifique mais à la citoyenne et à nous tous. Le problème qui est posé, c'est un vrai problème quand même, et on le sent. Alors on peut dire ces gens-là se trompent ou tout ça, mais un vrai problème d'identité au sens être au monde ou être à la nation, etc., qui est posé. Et c'est un vrai problème. Et il va rencontrer à un moment donné quelques... Le vrai problème aussi, c'est que je veux dire, on n'a plus aucune demande vis-à-vis de tous ces gens qui viennent. Oui, on n'a pas d'attente. Ce qui est une forme de mépris quand même, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'ils s'assimilent. Venez comme vous êtes, et puis ça ira bien. On est très sympa, on vous demande rien. Et restez comme vous êtes. Oui, alors que c'est Ayaan Hirsi Ali appelle ça the racism of low expectation. C'est-à-dire, c'est le racisme. Le racisme, oui, des attentes basses. C'est-à-dire des gens dont on n'attend rien. Ouais, donc il y a un peu de ça quand même. Donc, oui, venez comme vous êtes, c'est pas un problème, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà. Et puis bon, vous avez des cultures formidables. Nous, on a une culture abominable, donc voilà. Ça peut pas être pire que la nôtre. Donc restez donc comme vous êtes et ça sera très bien. On revient à la repentance, considérée comme un des beaux-arts. Merci beaucoup Sébastien et Jean-Paul pour vos appels. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Michel Tribala qui publie Immigration, idéologie et souci de la vérité aux éditions de l'Artilleur. Mais nous sommes aussi avec Bernard qui nous appelle de Font-Romeu. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour André Berkov. Merci bravo à vos émissions que je vous écoute très souvent. Merci. Et puis voilà, bonjour à vos invités ainsi qu'à Michel Tribala. Oui. Elle vous écoute. Dites-moi. Alors déjà, je la félicite c'est un travail de fourmi. J'ai un peu essayé de capter un peu tout, humble et vraiment de fourmi. Alors la première question, il y en a deux petites. Est-ce que Allez-y. Vous êtes contacté par rapport à des tendances par des leaders politiques et qui essaieraient d'étayer leur discours? Voilà, ou si c'est sur des données que vous publiez, qui vont pour s'appuyer. Voilà. Est-ce que certains leaders politiques ou autres s'appuient sur vos études Je ne sais pas trop, mais bon, je ne suis pas contacté, mais j'aime autant, je dirais. Ah oui, vous préférez. Ah oui, parce que bon, je veux dire, c'est jamais complètement... Innocent. Innocent, ouais. Donc, je suis d'accord pour qu'on se serve des chiffres. Moi, tant mieux si on se sert des études que je fais, absolument. Ouais. Mais, disons, je veux pas entrer dans une écurie ou une chose comme ça, non. Mais c'est bien si on s'en charge. Oui, deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est très rapide. C'est par rapport à l'INSEE, est-ce que l'INSEE a vraiment les mains libres de façon à pouvoir travailler scientifiquement et est-ce qu'il n'y a pas des pressions, des lobbying, enfin, par-dessus, des pressions, voilà. L'INSEE. Non, moi je crois pas qu'ils reçoivent de pression du ministère de l'économie et des finances, parce que c'est oui, ça dépend. C'est le ministère de tutelle. D'autres pressions. Oui, tous les vecteurs qui sont reliés à ça, reliés à... Non, voilà. Non, je pense que la pression, elle vient du milieu général, c'est-à-dire, d'une pensée peut-être unique ou... un peu, si vous voulez, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est un peu la doxa actuelle. Ouais. C'est ça. Voilà, oui. Le milieu politico-médiatique. Ça, c'est une pression très intimidante, y compris pour un grand institut comme l'INSEE. Hein. Oui. C'est-à-dire, vous savez... Parce que j'ai bien entendu qu'ils avaient ils avaient eu peur de passer pour des... racistes et puis tout complotistes confondus et tout ça par rapport à leurs chiffres qui étaient parlants. J'ai bien compris. Voilà. En tout cas, je vous remercie bien. Je vous en prie. Merci Bernard pour votre appel. Maintenant, nous passons à Sophie qui nous appelle d'Anières. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Merci
merci beaucoup à Madame Tribala, que j'avais vue l'autre jour sur CNews, interviewée par Yvan Riofol. Merci beaucoup de votre travail. Je voulais juste dire que la statistique, vous savez, chaque citoyen se la fait dans la rue. Moi, j'habite la région parisienne depuis plus de 60 ans. Je vois que le métro a changé de couleur, que la rue a changé de comportement, que les écoles ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Il y a souvent 30 ou 40 nationalités différentes dans des villes malheureusement mal dotées. Et il faut se méfier de l'eau qui dort. Le racisme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en soi parce qu'on a été élevé par des parents racistes, et c'est bien le contraire dans ma famille. Mais quand on finit par se trouver étranger dans son propre pays, dans sa propre ville, c'est un réflexe animal. Et il faut se méfier vraiment de l'eau qui dort, parce que je crois que les lendemains en France vont être terribles si on ne comprend pas la souffrance des gens qui ne disent jamais rien et qui se retrouvent quelquefois le seul blanc dans une rame de métro ou à changer de trottoir parce qu'on ne se sent pas forcément en sécurité, parce qu'il y a une bande de jeunes qui n'ont pas l'air très gentils. Et je pèse mes mots. Il faut faire très attention, et merci madame pour votre travail, qui est un travail très 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 honnête et sans passion. Merci beaucoup. Merci. Michel Tribala. Ouais. Mais vous pensez que, alors c'est pas votre travail non plus, mais quand même, cette angoisse, et on a souvent des auditeurs qui la traduisent, est-ce qu'elle se ressent aussi dans les études? Vos études? Il n'y a pas d'angoisse dans les études. Non, dans les études, effectivement, sur l'impact, parce que vous en discutez. Vous avez eu cette enquête challenge à Harris récemment sur le grand remplacement. Vous avez vu ça? Vous aviez 67% qui s'inquiétaient du grand remplacement. Et moi, je pense que pour les gens, c'est pas tellement une affaire de chiffres, parce que c'est-à-dire comment évaluer une grandeur chiffrée sur l'ensemble d'un pays, c'est très difficile pour les gens, mais c'est simplement, justement, ils voient que dans certains territoires, ils sont devenus minoritaires, comme disait madame, et ils craignent que ça s'étende, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui grossisse. Et ils craignent de perdre un ascendant culturel dans leur propre pays. Oui, c'est ce que cette dame exprimait à l'instant. Oui, absolument. Merci beaucoup, Sophie. Et maintenant, nous sommes avec Alain qui nous appelle Merci, au revoir. Qui nous appelle de Bayeux, dans le Calvados, au 0826 300 300. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Alors, c'est vrai que ça rejaillit un peu, enfin, ça rebondit sur ce que présentait Sophie tout à l'heure, parce qu'en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que les chercheurs, dans leur souci d'atténuer un peu les chiffres, c'est un peu ce que dit Madame Tribala, si je comprends bien, n'ont pas plus ou moins consciemment en tête l'idée que ça pourrait créer un renforcement du sentiment d'insécurité ou de l'insécurité tout court. Et c'est, enfin, je pense un peu à ce que disait Monsieur Dupond-Moretti en disant l'insécurité c'est un fantasme. C'est pas effectivement qu'un fantasme, mais en même temps je me dis jusqu'où, et ce que disait Sophie tout à l'heure en est un exemple, c'est jusqu'où effectivement on se sent en sécurité si on a plus d'une autre ascendance culturelle autour de soi ou pas. Vous voyez, c'est-à-dire que est-ce que les chercheurs, enfin certains chercheurs, mais je crois que c'est le cœur du livre de justement l'essentiel du livre de Michel Tribala, celui-là en tout cas, c'est que je ne pense pas vraiment que Michel Tribala s'occupe à minorer les chiffres. En revanche, il y a un certain nombre de gens au nom de l'idéologie qui s'occupe effectivement, peut-être pas. Comment on pourrait dire ça, Michel Tribala? Ce que disait monsieur est intéressant, parce que il y avait un souci d'alléger l'inquiétude des gens en leur disant mais non, c'est pas aussi grave que vous le pensez. Moi, les chiffres que je vous donne vont vous montrer que c'est pas si grave. Et en fait, je pense que ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que ça a l'effet inverse, parce que c'est-à-dire que je veux dire ça détruit un peu la confiance que les gens peuvent avoir dans ceux qui sont censés chercher et établir des choses. Absolument. Et ça, c'est dramatique, parce que, je veux dire, la démocratie, elle repose sur la confiance. Et donc, quand on détruit la confiance que les gens doivent avoir dans ceux qui les gouvernent ou dans ceux qui font leur métier d'éclairer le public, ben voilà.
Oui, c'est-à-dire, et je voudrais justement revenir à ça, Michel Tribala, vous en parlez. Ce qui est étonnant, à votre avis, quand même, allez, on vous donnez les noms, on va donner les noms, quand un certain nombre de gens, de Hervé Lebras, François Héran, des chercheurs connus, ayant pignon sur médias et autres, je ne dirais pas qui trompent ou mais enfin qui masquent, qui donnent des approximations, etc., qui sont reliés par un certain nombre de journalistes. Et vous dites très bien dans votre livre, et vous montrez des exemples, on va pas tous les prendre, que quand il s'agit d'une erreur, mais qui va dans le bon sens, dans leur bon sens idéologique, eh ben ça passe. Et quand il s'agit d'une erreur qui ne va pas dans le bon sens, ça, alors il le cloue au pilori en disant voilà, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qui les motive, ces gens? Je parle de gens qui... Je sais pas bien ce qui les motive, franchement. Je pense qu'il y a la notoriété, il y a le... La notoriété, ils l'ont déjà, ça va. Et oui, ils n'ont pas le souci de leur carrière, c'est ça que je veux dire, quand même. Non, mais faut garder cette notoriété, et vous la gardez pas. Et puis quand vous êtes mis dans un tunnel pareil, je veux dire, c'est difficile d'en sortir aussi, quand même. Ça serait comme un coming out, en disant, je vous ai raconté des histoires pendant toutes ces années. Pardon, je me suis trompé. Et maintenant, je vais vous dire la vérité. Bon, c'est pas tellement facile, donc il y a... Et puis, je suis pas sûre qu'il y ait une grande conscience non plus de leur part de tout ça. C'est-à-dire qu'ils aient le recul pour se rendre compte. Pour le voir, pour se rendre compte. Ouais. Non, parce que vous en parlez très fortement. Je crois, Augustin, nous avons... Très rapidement, absolument. Nous sommes avec René qui nous appelle de Toulouse. Bonjour René. Oui, bonjour René. Bonjour et merci pour tous les efforts consentis par les uns et les autres. Écoutez, je retiens de tous les commentaires, c'est que finalement, pour diminuer, pour enrayer les flux migratoires, on s'aperçoit, et l'étude le prouve, que finalement nous n'avons pas un état de droit adapté aux circonstances et comment allons-nous en sortir? Alors, j'ai pas la réponse, hein. Je vous le dis tout de suite. Je le sais que vous l'avez pas, mais merci pour tout ce que vous amenez. Merci beaucoup. Voilà, Michel Tribala amène des informations, amène des chiffres, des recherches. Et je vais vous dire, René, vous avez tout à fait raison de poser la question, et je crois qu'il y a une seule réponse qui ne va pas vous faire avancer, mais incontestablement, c'est à nous. C'est-à-dire, c'est à nous, à chacun d'entre nous, à son niveau, ou au groupe à leur niveau, de réagir et de chercher des questions. Faut pas oublier quand même qu'il y a quelque chose, vous savez, on n'en parle plus du tout, on l'utilise, qui s'appelle le peuple. Là, on dit, oui, mais le peuple, ça n'existe pas, hein, on sait très bien, on fait des référendums, ça sert à rien. Mais peut-être à un moment donné de l'histoire, on l'a vu, peut-être qu'il y a des forces qui peuvent agir et qui peuvent justement faire pression au bon sens du terme pour essayer d'enrayer une situation qui ne va pas. Vous savez, on a connu ça à travers les siècles. On verra bien. Qui votera, qui verra, et qui aura de la conscience verra aussi. Michel Tribala, une seule chose là-dessus. Vous n'êtes pas boycotté par les médias, ou oui ou non? Je ne parle pas de Sud Radio ou d'autres. Très franchement. Est-ce que certains médias, en fait, vous êtes plutôt, on ne vous invite pas, quoi? Oui, bien sûr. Mais bon, je veux dire, ça me dérange pas excessivement, parce qu'il y a certains médias où on m'a joué des tours qui n'étaient pas très dramatiques. Donc, je ne demande pas à récidiver dans ce cas-là. Donc, D'accord. Et qui lira verra, beaucoup citent des chiffres, mais il y en a dans votre livre Immigration, idéologie et souci de la vérité aux éditions de l'Artilleur. Vous pouvez l'avoir en librairie, mais aussi sur Internet. Je rappelle que vous êtes démographe et vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou sur YouTube. Et dans un instant, une discussion philosophique chez Brigitte Lahaie, les désirs et le bonheur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.